Bonjour à tous, je suis Florence Roublot, la responsable du salon NatExpo. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur ce numéro 5 des webinaires NatExpo saison 2. Ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'on se réunit autour d'une thématique d'actualité pour débattre avec des experts et des professionnels de la bio. Et aujourd'hui, nous avons dépassé les 600 inscrits. Nous sommes plutôt fiers. Alors, pour vous présenter rapidement la société Space qui organise le salon NatExpo, Space est leader dans l'organisation de salons bio, grand public et professionnels, ce depuis une quarantaine d'années, et agrège aujourd'hui une communauté d'environ 6 000 exposants et 500 000 visiteurs. Il est également à la tête d'une place de marché qui s'appelle Sevelia.com. Et puis à côté de ça, la Space accompagne des professionnels pour la mise en place de leurs opérations, des professionnels et institutionnels comme l'agence bio, comme Biocoop, comme la région Occitanie ou comme la fédération Natex Bio pour l'organisation de NatExpo. Donc, NatExpo, ça fait 10 ans maintenant que la fédération nous a confié la mission de l'organiser. Il a grandi, il s'est professionnalisé, il n'a cessé de se mettre en avant et il est devenu aujourd'hui absolument incontournable dans l'univers des salons, à la fois en France, mais aussi en Europe. La prochaine édition aura lieu du 18 au 20 septembre à Eurexpo Lyon. Nous sommes à Lyon cette année et nous attendons 1800 exposants et marques et 10 000 visiteurs professionnels de France et d'international. Donc, c'est un salon de filière qui couvre tous les secteurs, depuis l'alimentaire, en passant par les cosmétiques, en passant par les ingrédients et tout ce qui permet aussi d'équiper le magasin. Et cette année, nous aurons un nouveau secteur dédié au e-commerce. Et puis bien sûr, alors il y a du business qui se fait sur NatExpo, mais en parallèle, nous avons aussi tout un cycle de conférences avec près de 200 conférences sur des sujets ciblés et d'actualité. Donc ce qui nous anime aujourd'hui, c'est l'affichage environnemental et l'étiquetage nutritionnel. À aujourd'hui, où c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant pour les consommateurs, qui ont besoin de transparence dans leur acte d'achat. Et le secteur alimentation représentant une grosse moitié du salon NatExpo, ça nous semblait tout à fait pertinent de l'aborder dans ce webinaire aujourd'hui. Donc, avant de laisser la parole à Emmanuel, j'attire juste votre attention sur le fait que vous avez à droite de votre écran un petit chat qui vous permet de poser des questions et auxquelles nous répondrons en direct. Voilà, je vous laisse la parole, Emmanuel. Merci beaucoup Florence. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi au nom de Nielsen IQ d'animer ce webinaire. Merci à Natexpo de l'opportunité. Donc, je suis Emmanuel Fournet, je suis responsable du service client pour Nielsen IQ en France. Et donc, je suis accompagné, vous le voyez, de 3 intervenants que je vous propose de vous présenter. Alors, je vais commencer par Sybille Chaperon. Sybille, vous êtes co-dirigeante de Nature et Aliments, qui est une entreprise à mission depuis 2021, qui possède les marques Nathalie, Plaisance Bio, Nathalie Pro pour la partie hors domicile, et qui sont toutes des marques qui proposent des produits biologiques. Également avec nous Sabine Bonneau, qui est présidente de l'ITAB, l'Institut de l'agriculture et de l'alimentation biologique, et porte-parole du Planet Score, dont on aura évidemment l'occasion de reparler. Et puis Vincent Colomb, excusez-moi, qui est expert évaluation environnementale du secteur alimentaire à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ou aussi appelée l'Agence de transition écologique. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompé. Vous corrigerez si nécessaire quand vous aurez la... Avant de commencer à vous interroger sur notre sujet du jour, donc sur l'étiquetage nutritionnel et l'affichage environnemental, l'impact pour nous en tant que consommateurs et citoyens et puis pour la planète, je voulais tout d'abord vous partager en guise d'introduction un slide de données Nielsen IQ. Je suis de cette maison-là et on est assez chez Nielsen IQ, c'est évidemment notre spécialité, sur ce que les consommateurs nous disent justement à propos de ce qu'on va appeler les démarches de consommation responsable dans leur ensemble. Alors évidemment, ça brasse pas mal de choses, mais ce que vous pouvez voir ici quand on parle de réduction des emballages, quand on parle de respect de la santé animale, de la défense des pratiques sociales, de l'emploi en France, du pouvoir d'achat, des méthodes de production locales ou nationales, de la protection de l'environnement, du développement durable, du commerce équitable. Vous voyez que dans une très, très grande majorité, quand on interroge les consommateurs, ici, ça date de fin 2021, donc c'est encore assez récent, vous voyez qu'au-delà de 75-80% des consommateurs sur l'ensemble de ces problématiques vont se déclarer intéressés par ces démarches-là. Donc, on a une vraie adoption, en tout cas en termes de déclaratif. On reparlera peut-être tout à l'heure de comportement d'achat réel, mais en termes de déclaratif, une vraie adoption de la part des consommateurs français
de l'ensemble de ces problématiques, même si c'est vrai que 2 ans de crise Covid, ou plus ou moins 2 ans de crise Covid, ont pu parfois mettre à mal ces problématiques-là parce qu'il y a eu d'autres priorités pour une partie des Français dans ce contexte-là. Néanmoins, effectivement, pour la très grande majorité, on a des consommateurs qui sont intéressés par ces démarches-là et qui continuent à l'être depuis de nombreuses années. Alors justement, j'en profite pour faire le lien avec ma première question et je vais commencer, Sybille, par vous, pour justement un petit peu parler de la perception consommateur de ces démarches, hein, qu'elles soient nutritionnelles ou environnementales. C'est vrai qu'on a le sentiment aujourd'hui, qui est très probablement une réalité, que ces démarches-là n'ont jamais eu autant le vent en poupe qu'aujourd'hui. Que les consommateurs sont de plus en plus à la recherche de ce type de démarche-là et de plus en plus sensibles à l'étiquetage, qu'il soit nutritionnel ou environnemental. Sybille, finalement, comment on peut l'expliquer? Est-ce que c'est juste une question d'appétence des consommateurs? Est-ce qu'il y a un besoin de transparence plus important aujourd'hui qu'hier? Et puis, est-ce que c'est aussi une question finalement de données qui n'ont jamais été aussi disponibles qu'aujourd'hui pour permettre de répondre à ces attentes consommateurs? Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc Sybille Chaperon, je suis co-dirigeante de l'entreprise Nature Aliments. Est-ce qu'on peut-être rapidement, je vous présente Nature Aliments avant de répondre à votre question. Voilà, j'ai une petite slide pour vous expliquer aussi qui on est et pour vous expliquer aussi pourquoi on a intégré cette démarche de Planet Score. Donc l'entreprise Nature Aliments, donc c'est une entreprise familiale hein, qui a plus de 100 ans, créée en 1913. Nous sommes basés à Rezé, à côté de Nantes, et puis engagés en agriculture biologique depuis les années 70, donc assez précurseurs dans le domaine. Aujourd'hui, on fabrique des préparations en poudre, entremets, desserts, aides culinaires, potages, sous 2 marques principales, la marque Nathalie et la marque Plaisance Bio. Un fait particulier également, nous sommes depuis janvier 2021 entreprise à mission. Nous avons changé nos statuts pour devenir entreprise à mission. Donc voilà pour la présentation de Nature Aliments. Sinon, pour répondre à votre question, moi je pense qu'au niveau du consommateur, aujourd'hui, il y a une demande de transparence, un besoin de transparence. On parle beaucoup d'impact sur la planète, on parle beaucoup d'équité au niveau de la production, de l'amont agricole. Je pense qu'aujourd'hui, le consommateur est clairement à la recherche de transparence et de savoir comment sont fabriqués et d'où viennent les produits qu'il consomme. Donc, voilà, à mon niveau, pour moi, la réponse est vraiment un besoin de transparence. Il y a forcément des données qui émergent de plus en plus sur le marché, mais je pense qu'il y a une attente du consommateur qui est très forte au niveau des produits alimentaires. Alors justement, sur cette recherche de transparence et ces premiers changements de comportement d'achat, c'est des choses qu'on a observées d'ores et déjà sur l'affichage nutritionnel hein, dans un premier temps, puisque les initiatives ont été mises en place plus tôt, que la Commission européenne doit choisir d'ici la fin d'année le format obligatoire d'étiquetage nutritionnel. Ça peut permettre aussi de tirer des leçons et de prendre des décisions pour ce qui va advenir sur l'affichage environnemental. Sabine Bonneau, je vous donne la parole maintenant sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des leçons déjà à tirer sur ce qui a été fait autour de l'étiquetage nutritionnel et qui pourra servir, qui peut servir dès aujourd'hui ou qui pourra servir demain pour les aspects d'affichage environnementaux? Bonjour à tous, oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Ok, parfait. Bonjour à tous, merci Emmanuel et merci à Natexpo pour cette invitation. Oui, sur la question qui a été posée préalablement, il y a en effet des attentes très fortes de communication sur les enjeux non seulement nutritionnels qui commencent à être mis en place, mais également sur la partie environnementale. Les études récentes, notamment une qui a été faite par LSA au mois de mars, montrent cependant que même si le secteur agroalimentaire est celui où les attentes sont les plus fortes, hein, c'est 60%, suivi par la grande distribution à 47%, on a quand même presque 2 tiers des consommateurs qui ne font pas confiance aux entreprises pour communiquer de manière transparente. Donc sur cette question-là, au-delà de la disponibilité des données, et les données sont plus facilement accessibles sur la partie nutritionnelle que sur la partie environnementale, qui est un sujet extrêmement complexe, et où des enjeux également de traçabilité, de transparence sur la totalité des chaînes de valeur sont vraiment beaucoup plus difficiles qu'en nutritionnel. En tous les cas, il y a vraiment un enjeu pour le secteur agroalimentaire, arriver à construire quelque chose qui soit
cohérent pour le consommateur et qui ne donne pas lieu à une perception de greenwashing. Donc ça, c'était le premier petit regard que je pouvais apporter sur globalement la question. Après, sur en effet, ce qu'on peut dire aujourd'hui du bilan de l'affichage nutritionnel, alors il y a une très intéressante séquence à l'Académie d'agriculture le 31 mars, à la fois sur l'étiquetage nutritionnel et sur l'étiquetage environnemental des aliments. Ce que dit en clair ce séminaire, c'est que la France, qui s'est équipée d'un cadre volontaire mais prescriptif sur l'algorithme nutritionnel, a fait des choix, donc des choix qui sont basés sur un travail scientifique. Ce travail scientifique a donné lieu à de très vives controverses, et ça continue d'ailleurs au sein de la communauté scientifique elle-même. Et les acteurs industriels s'engagent ou s'emparent progressivement du Nutri-Score sur lequel, en majorité, sauf quand ils sont monosegments, ils arrivent en général à trouver leur compte. Et des initiatives qui sont perçues comme plus exigeantes attirent la confiance des consommateurs ou de certaines entreprises aujourd'hui. Alors, on pourrait parler des applications qui ont un Nutri-Score amélioré sur les dimensions manquantes, ou par exemple Nova ou Siga. Donc, la question qui est quand même posée sur les leçons qu'on peut tirer, c'est que, en tous les cas, ce qui a été dit par une chercheuse qui a présenté ces éléments-là à l'Académie d'agriculture, c'est que malheureusement, aujourd'hui, les reformulations nutritionnelles qui sont produites le sont uniquement sur ce qui donne lieu à un changement de note dans l'algorithme du Nutri-Score. Et comme l'algorithme est incomplet, ça se fait au détriment des autres dimensions nutritionnelles, notamment le caractère ultra transformé, les vitamines, les minéraux, les additifs ou les résidus de pesticides. Et qu'au global, il y a un effet, alors je mets les guillemets, un effet probable mais très faible sur la qualité des achats alimentaires. Et ça a été observé dans de multiples publications et méta-analyses. Donc, dans ce cadre-là, le fait d'avoir aujourd'hui un dispositif qui soit insuffisamment ambitieux ne provoque pas réellement des changements d'habitude alimentaire. Et le fait que ce soit entre guillemets en amélioration continue ne permet pas de gérer, en tous les cas c'est problématique, ne permet pas de vraiment gérer une amélioration sur le marché. Alors justement, par rapport à ça, si on tire un peu ce trait des enseignements à tirer de ce qui s'est passé de ce qui se passe sur l'affichage nutritionnel pour arriver au sujet de l'affichage environnemental, quels sont les éléments clés qui sont à prendre en compte pour parvenir à un résultat qui soit aussi transparent et fiable que possible sur ces éléments-là, mais qui soit aussi simple et clair pour les consommateurs, parce qu'on sait que ça peut être un souci à un moment, plus il y a de scores, plus il y a d'affichage, plus le consommateur potentiellement peut être perdu. Comment ces éléments-là, peut-être Vincent, sont travaillés? Quels éléments sont à prendre en compte sur l'affichage environnemental à l'avenir en particulier pour arriver à ce type de résultat qui soit encore une fois aussi fiable que possible, mais également suffisamment clair pour les consommateurs? Bonjour à tous. Effectivement, je pense dans les éléments importants aussi autour du Nutri-Score, et c'est les conclusions de Santé publique France, c'est que le dispositif est forcément discutable, mais qu'il est quand même très bien identifié par les consommateurs et répond à une demande aussi de pédagogie au-delà du changement de comportement. Et qu'effectivement, il a quand même nettoyé un peu le marché de toutes les allégations nutritionnelles qui étaient plus ou moins, certaines étaient fondées, mais d'autres moins, et que du coup, il y avait un vrai enjeu et intérêt en termes de politique publique d'avoir un cadre harmonisé et d'avoir un dispositif partagé par tous. Et donc, c'est vrai que la projection au niveau de l'information environnementale, elle est assez similaire. On a une loi climat qui a été votée l'année dernière et qui demande à ce qu'on ait un affichage environnemental généralisé sur l'ensemble des secteurs, donc pas que sur l'alimentaire, consommateurs à s'y retrouver, à justement limiter qui se diffuse, et avec le problème de confiance aussi qui est effectivement observé de manière très, très importante. Et donc, il y a besoin de créer des cadres partagés et de recréer de la confiance autour de ces informations au-delà du prix. Et donc, il y a la nutrition, il y a l'environnement, et aussi un des enjeux forts, c'est qu'il y a effectivement des consommateurs qui ont des attentes, qui perçoivent bien certaines dimensions, l'emballage, le local, ça, on sait que c'est des choses qui sont bien intégrées par les consommateurs. Mais après, au niveau de la science, on sait qu'il y a
des enjeux aussi qui ne sont pas forcément dans le même sens, on va dire, et que la mise en perspective des différents enjeux, elle est pas simple, et du coup, il faut aider aussi les consommateurs à remettre en perspective quel est le poids de différents aspects entre un produit qui vient d'un peu plus loin, qui est un peu plus emballé, un qui est bio, quel est le poids des différents aspects, et ça, on a des outils scientifiques qui nous aident pour faire ça, et donc ce qu'on va essayer, c'est d'intégrer tout ça dans un affichage officiel dans les années à venir. Sabine, même question sur les éléments clés à prendre en compte pour arriver à un outil qui soit aussi fiable que possible. Vous parliez d'éviter le greenwashing dans votre intervention précédente. Qu'est-ce qu'on doit prendre en compte, encore une fois, pour arriver à cet objectif, tout en arrivant in fine à un score qui soit aussi lisible que possible? Alors, sur ce sujet-là, avant de plonger dans la question des données, on a la question qui s'est posée sur le Nutri-Score de définir qu'est-ce qui est un bon et qu'est-ce qui est un mauvais aliment, puisque c'est vraiment le principe qui a été posé. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut définir un cap partagé, des objectifs partagés sur ce qu'il convient de trier de façon négative ou positive au sein de l'alimentation. Sur le Nutri-Score, clairement, on a un PNNS qui a permis de dire, voilà, les produits à minima gras, sucrés, salés, ou contenant peu de fibres sont des produits à éviter, et symétriquement pour les produits plutôt équilibrés, entre guillemets, donc fibres, etc. Mais on a aujourd'hui, donc au-delà de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, une grande difficulté à s'entendre à l'échelle de la communauté qui travaille sur le sujet de l'affichage environnemental, sur quel est le cap. Et en tous les cas, on a vraiment une difficulté pour l'instant des pouvoirs publics à afficher le cap sur lequel ces outils d'orientation, puisqu'on parle bien d'outils d'orientation des achats, donc forcément une boussole. Et donc cette boussole doit être fixée sur un cap. Et aujourd'hui, le cap en termes de quelle est la transition environnementale de l'alimentation, qu'est-ce qui serait favorable sur les dimensions environnementales, n'est pas fixé clairement. Donc, pour répondre à votre deuxième question, ça veut dire qu'on doit montrer aux consommateurs ce qui correspond au choix qu'on fait aujourd'hui en termes de cap et de transition écologique de l'alimentation. Pour ce qui est du dispositif que nous avons mis en orbite, donc le Planet Score, on a fait le choix d'afficher notamment les dimensions qui sont très importantes au niveau environnemental pour le consommateur. Alors, on n'est pas les seuls à le dire. Carrefour a également fait une très belle étude en fin d'année dernière sur ce sujet. Je vais faire un micro-partage d'écran, qui sont notamment les dimensions pesticides, l'intensité d'usage des pesticides à la production et le mode d'élevage en lien avec les enjeux de bien-être animal, mais en lien aussi avec l'effet de concentration des systèmes sur l'environnement. Alors, dites-moi quand le partage d'écran est fait, je vais vous montrer une diapo. Vous la voyez? C'est bon, on voit Sabine. Donc voilà, juste pour vous montrer l'objet, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tous les cas, ce qui est important à avoir en tête en termes d'attente consommateur et de ce qu'il faut donc mobiliser comme données, c'est que le consommateur ne veut pas un affichage simpliste. Pour l'environnement, on a une perception claire que le sujet est complexe et que ça va agréger des dimensions extrêmement disparates. Donc, sur les études conso de l'an dernier, on était à 80-20, là on est à 85-15, même quand on explique que toutes les informations détaillées seront disponibles sur Appli. Et également, deuxième point, vous voyez ici, on a testé un affichage du coup composite, c'est-à-dire plus détaillé, à la fois celui qui visiblement, d'après les études consommateurs répétées qui ont été faites l'an dernier, satisfait les attentes en termes de données visibles, mais également un autre étiquetage si on voulait éviter certains sujets sensibles. Et notre perception, c'est qu'il ne faut surtout pas éviter les sujets sensibles, et notamment l'affichage de pesticides et mode d'élevage. Quand on regarde sur les raisons de préférence, ce sont les deux mots qui ressortent comme étant à l'origine de la préférence pour ce label. Et je vous montre ici donc la communication, c'est une infographie de Carrefour qui a également été présentée à l'Académie d'agriculture. Quand on présente à des clients ou des consommateurs uniquement une note agrégée, donc qui pourrait avoir l'air simple, et alors qu'à l'époque, le Planet Score n'était pas sorti, les clients ont répondu, nous, si c'est un affichage environnemental, on veut la présence de pesticides, donc l'enjeu intensité d'usage, ou le mode d'élevage. Donc ces éléments-là sont vraiment à prendre en compte parce que, comme on l'a vu sur le Nutri-Score,
Si on fournit des éléments qui ne sont pas suffisamment clairs sur le Nutri-Score, beaucoup de consommateurs savent quand même que ça n'inclut pas des dimensions clés et on peut avoir des très bons Nutri-Score sur des produits ultra transformés, ce qui est problématique en termes de crédibilité. De la même façon, sur l'étiquetage environnemental, pour nous, il faut répondre à cette demande des consommateurs de clarté sur les enjeux clés. Alors Sabine, merci, je n'arrivais pas à enlever mon micro. Merci pour ça, vous avez abordé du Planet Score, donc on peut peut-être continuer sur ce sujet-là, puisque Sybille en particulier, c'est quelque chose que vous avez adopté, vous, chez Nature et Aliments. Donc peut-être si vous pouviez nous expliquer pourquoi vous êtes allé vers le Planet Score. Et puis, en tant que marque, je vous demande aussi... je vous repose cette question sur la perception des consommateurs et sur comment on fait pour arriver à un score, sachant que le Planet Score n'est pas potentiellement le seul score à poser sur un produit. Ce n'est pas votre cas, mais il peut y en avoir d'autres. Comment on fait pour rendre ces critères-là lisibles pour un consommateur, entre guillemets, lambda, ce n'est pas péjoratif, mais qui n'a pas forcément toutes les informations. On en a parlé pour le Nutri-Score. Certains consommateurs comprennent effectivement que le Nutri-Score ne prend pas tous les critères en compte, mais d'autres ne le savent pas forcément. Donc, comment on arrive encore une fois à allier ça par rapport à ce choix que vous avez fait, vous, sur le Planet Score? Oui, alors je vais vous demander de partager peut-être la deuxième diapositive. Donc déjà, nous, on a fait le choix d'afficher aujourd'hui le Planet Score sur nos packaging et non pas d'aller sur le Nutri-Score. Parce que, comme on le disait, le Nutri-Score présente quelques biais. Aujourd'hui, il ne reflète pas tout ce qui est aliments ultra transformés, additifs, et puis également, nous, sur des produits en poudre, les notations pour 100 grammes ne reflètent pas la réalité d'un produit préparé. Donc, on est plus allé aujourd'hui sur l'affichage environnemental du Planet Score. On a engagé une démarche fin 2020. L'idée, c'était d'apporter plus de transparence au niveau de nos consommateurs. Donc, pour nous, la méthodologie du Planet Score, elle est fiable et elle est robuste. Elle s'appuie à la fois sur des données d'ACV avec la base de données Agrivalise et complétée par des indicateurs plus pointus, notamment sur la notion de pesticides, sur la notion de filière, de déforestation, qui était important de retrouver dans nos produits. Aujourd'hui, comme on disait, c'est une réponse aux attentes du consommateur. L'idée, c'est pas de faire du greenwashing, c'est d'aller vers un affichage environnemental très transparent. Donc, c'est un outil pertinent, concret et qui permet aussi, pour tout industriel, d'améliorer ses démarches d'approvisionnement. Aujourd'hui, si on a un score, par exemple, qui n'est pas très fort sur un impact biodiversité ou climat, on peut se poser la question de son sourcing et aller peut-être vers d'autres matières premières pour améliorer son scoring tout en étant transparent vis-à-vis du consommateur. C'est pour nous un point de départ et un outil d'amélioration. Et puis également, dans notre cas aussi, c'était de répondre à notre mission d'entreprise, qui est engagée aussi pour préserver la planète et pour préserver ses habitants. Pour nous, le Planet Score répond totalement à ces attentes et permettait aussi de répondre à un engagement fort de notre mission. Donc nous, aujourd'hui, on a participé avec l'ITAB, on a scoré 7 produits chez nous, à la fois des préparations pour dessert et à la fois des préparations des aides culinaires. On a fait également des tests d'incorporation du Planet Score parce qu'on est sur des petits packaging. On a des sachets qui font à peu près 11 cm par 12 cm de facing, donc c'est assez petit. Donc ici, on voit un exemple sur une poudre à lever où on a mis le Planet Score en bas. Et puis également, donc on est assez pionnier. On a lancé les premiers emballages sur ce début d'année 2022 et on a intégré également sur notre boutique en ligne aujourd'hui le scoring pour expliquer aux consommateurs les notations sur chaque produit qui ont été scorés. Donc, si vous voulez, peut-être sur la page d'après, je peux vous donner l'exemple de 3 produits. Voilà, aujourd'hui, on retrouve ici 3 produits où on a le Planet Score on pack. Donc, un premier produit, on voit l'agar-agar qui est un extrait d'algue qui présente une note triple A avec un Planet Score AA et qui permet chez nous de mettre en avant un faible impact sur la biodiversité. En fin de compte, cet agar-agar provient d'algues échouées. Il n'y a pas de destruction des fonds marins. Voilà, et c'est aussi un agar-agar qui provient de France.
Donc, on retrouve tous ces critères d'engagement d'achat responsable dans ce scoring AAA. Si on prend le deuxième produit, on est sur un produit, un flan au cacao. Aujourd'hui, le cacao, on sait que tout ce qui est production de cacao a un impact sur la déforestation. Donc, nous, sur un impact biodiversité. Aujourd'hui, on voit qu'on est en B sur cette partie des biodiversités. Mais si on n'était pas sur un cacao non déforestant et sur une filière non équitable, voilà, on aurait un impact biodiversité qui serait peut-être C ou D. Voilà. La prise en compte de ces enjeux déforestation permettent aussi de remonter le scoring et d'être aussi totalement transparent vis-à-vis du consommateur. Et le troisième exemple que je vous ai pris, c'est un produit issu de filière animale. On sait aujourd'hui que tout ce qui est filière animale a un gros impact sur tout ce qui est climat. Aujourd'hui, on est sur une note B sur ce produit-là. On voit qu'on a un mode d'élevage qui est vert, hein, qui est bien classé, et on est en B sur l'impact climat. Voilà, sachant que sur ce produit, on est sur des matières premières issues de l'agriculture biologique, notamment le lait en poudre, et ce scoring B est minoré avec les pratiques d'élevage bio, telles que la mise en pâturage ou la limitation de tout ce qui est intrants pesticides. Donc voilà, en bas, je vous présente également les trois scorings avec les petits curseurs. Donc nous, on a fait le choix pour l'instant de mettre juste la notation sur le packaging, toujours pour des raisons de place, hein, mais par contre, pour l'explication aux consommateurs, pour répondre à votre question, la partie scoring avec le curseur est très importante pour voir notamment où se situe le produit à l'instant T et pouvoir également comparer ce produit à d'autres produits concurrents ou même typologie de produits, et puis également pour certaines entreprises aussi, pour tous, pour permettre de s'améliorer dans le temps et de voir son scoring s'améliorer. Vous n'avez pas remis votre micro, Emmanuel. Oui. Merci, désolé. Vous parliez justement des tests que vous avez menés et de certains retours consommateurs. Sybille, qu'est-ce qu'ils vous disent, ces consommateurs, justement, sur ces scores-là, sur la compréhension de ce score, de ce Planet Score? Alors là, on a encore très peu de retours. Hein. Comme je vous ai dit, vraiment, les packs ont été lancés sur les 3 derniers mois. Donc aujourd'hui, nous, ils ont été commercialisés, mais ils ne sont pas encore en magasin concrètement. Et on fera un bilan à l'automne pour voir un petit peu le retour auprès de nos consommateurs, faire une petite enquête pour voir la compréhension. Mais aujourd'hui, il faut déjà que le produit soit diffusé en magasin, parce qu'avec tout ce qui est rotation, et comme je vous ai dit, ça fait vraiment les 3 derniers mois où on a mis en place ce scoring sur les packaging. Peut-être qu'on peut rebondir. Donc on espère en octobre, oui, je dis on espère à l'automne pouvoir avoir plus d'informations sur ce point-là. Peut-être qu'on peut rebondir sur une question d'un auditeur qui dit qu'aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus informés, ce qui est vrai, qu'ils savent, alors en bio particulièrement peut-être, décrypter les étiquettes. Et ils se demandent si une étiquette comme ça a vraiment sa place pour résumer. Et aussi, ce qu'ils se demandent, c'est est-ce que c'est du déclaratif? Est-ce qu'il y a un organisme certificateur de la même manière, j'imagine, que sur la certification des produits bio? Alors, on peut peut-être y venir justement, merci Florence, avec la question suivante que je voulais poser à Vincent sur, on parlait d'Agribalise, on parlait du Planet Score. Par rapport au futur score environnemental français, quelles informations, quels indicateurs seront intégrés? Est-ce qu'on sera sur les données d'Agribalise? Est-ce que ce sera plus large? La définition qu'on doit se donner demain pour arriver à un score environnemental qui soit le meilleur possible? Merci, c'est vrai que je pense que c'est important de peut-être redonner juste quelques éléments de contexte aujourd'hui dans les travaux au niveau des pouvoirs publics. C'est vrai qu'on a eu une expérimentation de 2 ans qui a été montée avec différents scores qui ont été testés. Donc le Planet Score est un parmi d'autres. Hein. Et il y avait une grosse gouvernance qui a été mise en place avec un conseil scientifique indépendant, un comité de pilotage en interministériel. Et c'est vrai qu'on est arrivé à un certain nombre de recommandations et la publication d'un rapport fin 2021.
Et les éléments clés, c'était de dire qu'on a un cadre européen qui s'appelle le PEF, qui est le cadre structurant sur lequel il faut s'appuyer pour que les travaux français soient reconnus et puissent s'intégrer dans les politiques publiques au niveau national et européen. Et que c'est un cadre qui doit être adapté à la marge parce qu'il ne convient pas exactement aux besoins, il n'a pas été pensé exactement pour un affichage environnemental à large échelle, comme celui sur lequel on se projette en France, mais qu'il faut rester sur un ajustement à la marge et uniquement sur des points qu'on peut justifier de manière solide. Et voilà, donc on travaille au niveau des pouvoirs publics pour mettre en œuvre cette feuille de route. Et donc c'est vrai qu'on a considéré que les différents scorings qui étaient disponibles, que ce soit l'EcoScore, le PlanetScore ou d'autres, ne correspondaient pas exactement au cahier des charges qui nous avait été remis. Et c'est pour ça qu'on a décidé de continuer à travailler sur un autre score qui a vocation à être le score officiel. Donc je veux pas, c'est pas pour casser l'ambiance que je dis ça, mais je pense que c'est important que tout le monde comprenne le contexte. Et donc le PlanetScore, c'est vrai qu'un des points clés, il y a notamment les aspects de transparence. Donc, nous, aujourd'hui, le PlanetScore, il n'y a que l'ITAB qui est capable de le calculer. Et donc, c'est vrai qu'au niveau des pouvoirs publics, c'est problématique parce que même pour pouvoir analyser en détail, ouais. Alors, on me demande de me déplacer, je suis désolé. Alors, Donc, en gros, oui, je disais qu'on a besoin d'un système qui soit transparent, qui soit publié. Et est-ce que les cabines, elles sont où ? Je vous laisse peut-être un autre intervenant commenter et je reviens avec vous dès que possible. Oui, peut-être on va. Vous nous dites, Vincent, quand vous allez retrouver là, je vous laisse peut-être vous mettre en mute, s'il vous plaît. Sabine, en attendant, donc, on parlait effectivement des données qui viennent de la base des balises, du calcul qui est fait par vous à l'ITAB du PlanetScore. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus, toujours dans ce souci de transparence, et est-ce qu'il y a potentiellement aussi certaines améliorations, parce qu'un score peut toujours évoluer, parce que vous vous dites aujourd'hui, potentiellement, il manque des choses aussi parce que la donnée n'est pas disponible. Comment vous voyez les évolutions par rapport au PlanetScore? Et puis, il y avait une question également sur le chat sur, au-delà de la France, l'adoption à un niveau européen, par exemple, d'un score comme le PlanetScore. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Alors, plusieurs éléments de réponse. D'abord, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait qu'il y a une profusion de labels et est-ce que l'étiquetage environnemental aura vraiment sa place en plus du reste. L'idée, c'est précisément d'avoir un socle transversal applicable à tous les produits qui permettent de segmenter en intra- et en intercatégories. Et dans ce sens-là, par rapport à la profusion de labels actuelle et d'allégations, oui, cet étiquetage a vraiment toute sa place. Alors, je vous montre juste ici un exemple d'une segmentation du rayon lait chez Monoprix avec les scorings qui ont été faits. Sabine, si vous pouvez mettre ça en diapositive, en grand écran, ce sera plus lisible, je pense. Alors, je pensais être en grand écran, mais je vais le refaire, 2 secondes. Hop. Partage d'écran. Est-ce que là, c'est mieux? C'est bon? Ça arrive. C'est parfait. Donc voilà, vous le voyez là, et ça a été également dit par Sybille pour Nathalie, c'est un outil qui permet également d'envisager des améliorations. Un produit ou une catégorie n'est pas bonne ou mauvaise en soi pour l'environnement. On peut tout à fait progresser en améliorant les cahiers des charges ou les spécifications. Je reviendrai sur la question de la certification tout à l'heure. Sur la question de la transparence, donc le PlanetScore a fait l'objet d'énormément de présentations. Je pense qu'on va être pas loin d'une centaine, soit en bilatéral avec des entreprises, soit, et c'est plutôt le cas encore hier, un webinaire où on était presque 200 inscrits. On en fait presque un chaque mois et on a régulièrement des webinaires avec plus de 100 entreprises. Donc, la méthode est expliquée en détail. Le retour qu'on a des entreprises, c'est qu'elle est extrêmement performante et pertinente, même si on ne peut pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Elle sera publiée cet été. C'est juste faute de temps parce qu'on rencontre un immense succès actuellement, compte tenu du manque d'outils pertinents sur le marché. Donc, ce n'est pas un problème de transparence. Et l'ITAB aujourd'hui est en effet, alors on va dire le collectif PlanetScore, en capacité de calculer sur un algorithme qui est fort complexe, qui mobilise au départ les bases de données d'analyse de cycle de vie, mais qui surtout les complète, parce que ces bases de données sont extrêmement lacunaires pour tous les produits biosourcés. Il a été dit tout à l'heure par Vincent Collomb qu'on avait besoin de quelque chose qui soit conforme au cadre européen. Sachez qu'aujourd'hui, à l'échelle européenne, il y a une véritable préoccupation, inquiétude croissante
notamment de la part des ONG, des associations de consommateurs et d'un certain nombre d'entreprises. On a des réunions régulières avec la Commission européenne sur ce sujet pour dire que le cadre européen qui est proposé comme socle pour justifier des allégations environnementales, que ce soit sur les produits alimentaires, sur les compléments alimentaires, sur le textile, et même sur le bâtiment ou la pêche, n'est pas pertinent. Donc la question, c'est est-ce qu'on doit vraiment faire rentrer un carré dans un rond et dire que ça, c'est le socle qui est consensuel parce que, etc., à l'échelle européenne, ce socle-là. Alors, je vous incite à voir également ce qui se passe dans le secteur du textile, notamment sur le site Make the Label Count, ne permet pas de refléter correctement les évaluations environnementales des produits biosourcés. Donc, vous pouvez imaginer que pour l'agroalimentaire, où la partie amont fait plus de 80% du poids des impacts, on a un vrai gros problème de cadre. Pour nous dire qu'il faut ajuster à la marge le PEF pour rentrer dans un cadre européen, ce n'est pas la bonne réponse. Il faut travailler avec l'Europe pour que, ce cadre soit amélioré, ça c'est certain, et il y a du travail, et on y contribue en tant qu'institut technique, mais deux, qu'un référentiel externe lui soit adossé, parce qu'à moyen terme, ce référentiel ne fera jamais l'affaire pour les produits biosourcés. Il note mieux le plastique que les emballages recyclés ou recyclables, par exemple. D'ailleurs, le cadre PEF-ACV a été créé au départ, il y a 40 ans, pour disculper un certain nombre de matériaux. Voilà, il faut quand même avoir ça en tête. C'est une méthodologie qui est très favorable à tous les processus industriels. Donc, attention quand on parle de cadre. Dernier point, sur la question de la certification, c'est une très très bonne question. Aujourd'hui, pour le Planet Score, donc nous faisons les scorings gratuitement en attendant de mettre à disposition un algorithme, mais vous pouvez imaginer que vu la complexité de l'environnement, c'est un algorithme qui nécessite des développements importants, il sera disponible en fin d'année, comme ça chacun pourra faire ses calculs. D'ici là, donc on fait les scorings gratuitement et on demande à avoir des démarches pilotées, c'est-à-dire que là vous voyez une amélioration, mais on est quand même sur un cahier des charges qui est renseigné, qui est piloté, et on a ça sur beaucoup de cahiers des charges ou de spécifications d'entreprise aujourd'hui. Quasiment toutes les entreprises ont des démarches de progrès avec différents acteurs, mais le plus souvent avec des choses qui sont pilotées, renseignées et contrôlées. Je vous donne 2-3 autres exemples pour que vous voyez que c'est vraiment un outil de progrès, un outil dynamique, et pour nous c'est aussi une préoccupation, c'est que l'ACV ne produit pas ce genre de différenciation en intra et en intercatégorie qui permet de guider les consommateurs et qui permet d'instruire également le changement au sein des entreprises en éco-conception. Voilà, là, vous voyez également des exemples sur la question de l'enjeu déforestation pour du cacao ou du sucre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est quand même sur un dispositif dont UFC Que Choisir demande qu'il soit l'affichage environnemental officiel. Alors là, je ne l'ai pas mis là, mais on a également les ONG européennes qui en ont parlé à la Commission européenne dans une lettre ouverte au mois de mars. Donc, il y a vraiment des grosses difficultés aujourd'hui au niveau européen sur la question du PEF. Il ne faut pas se le cacher. Et voilà les entreprises qui aujourd'hui sont engagées dans le pilote scoring, aussi bien du côté des distributeurs que des fabricants. Alors, il en manque, puisqu'on est à plus de 120 entreprises aujourd'hui. On ne peut plus toutes les mettre sur la slide. Et on commence à scorer au-delà de la France dans 6 pays européens. Aujourd'hui, on commence à être reconnu dans la profession comme étant un outil de différenciation. Là, vous avez ce qui s'est passé au niveau des défis de l'agroécologie. Les producteurs et les filières sont très contents d'avoir enfin un outil qui segmente en intra-catégorie. Et on a obtenu, il y a 15 jours, le premier prix du Retail for Good, justement, et on était le seul prix en agroalimentaire. On était même le seul finaliste en agroalimentaire pour dire là, on a enfin un outil qui permet de faire du zéro greenwashing, qui est ultra exigeant et qui est vraiment disruptif sur le marché et potentiellement très, très impactant. Voilà, donc on est sur, juste pour vous montrer ça, 15 000 produits évalués finement aujourd'hui et sur un scoring qui va se déployer sur la fin de l'année en France et au-delà. Alors justement, Vincent, oui, vous êtes bien installé. Donc, je vais vous donner la parole pour compléter votre réponse précédente et comprendre par rapport à ce que vous disiez, pourquoi les travaux continuent à avancer et qu'est-ce qui pourrait manquer sur les scores actuels. Et j'en profite aussi pour vous glisser une question dans le chat qui dit que le Planet Score semble aujourd'hui le score le plus abouti. Pourquoi ne serait-il pas choisi? Donc, pourquoi la nécessité de continuer à faire ce travail officiel qui est poursuivi, comme vous nous l'expliquez? Je vous laisse répondre.
Merci, ouais. Effectivement, on partage un certain nombre de constats avec l'équipe du Planet Score autour des limites de l'ACV. Donc, il y a 5 grandes limites qui ont été identifiées, qui sont autour de la biodiversité, du carbone du sol, effectivement de l'évaluation du plastique, de l'analyse de l'impact des pesticides, et puis des produits de la mer. Donc, c'est ces 5 points sur lesquels on travaille. Mais après, la réponse à ces limites, par contre, qui est apportée par le Planet Score, bon, déjà, je vous ai dit, de faire de la transparence, pour nous, c'est pas des présentations, c'est de publier l'algorithme, et c'est publié, n'a pas été mis au débat scientifique. Donc, ce débat n'a pas eu lieu dans les détails, et c'est vrai que c'est une étape qui nous semble incontournable dans une logique de partage et de reprise au niveau des pouvoirs publics. Et aussi, par rapport aux éléments qu'on a, il y a des recommandations de dire qu'il faut essayer de rester sur des données quantifiées et d'éviter d'aller dans des systèmes de bonus-malus externes qui effectivement augmentent la différenciation. Donc, ces bonus, ils peuvent être apportés pour mieux voir des différences au sein de certaines catégories de produits, mais c'est des différences qui sont un peu artificielles, entre guillemets, on les renforce, mais pas sur des valeurs, ça correspond pas directement à des impacts. Et donc, en fait, le but, c'est quand même de rester au maximum sur quantifier des impacts et d'écrire les impacts tels qu'ils sont, et ne pas chercher à augmenter des différences de manière artificielle pour les rendre visibles sur un code couleur ou sur quelque chose comme ça. En tout cas, ce n'est pas la vision que portent les pouvoirs publics. Et donc, c'est pour ça que le Planet Score, aujourd'hui, on considère qu'il ne répond pas au cahier des charges. C'est par rapport à ces éléments, sachant qu'on a, je le répète, une vision incomplète de l'ensemble des éléments de calcul. Et donc, le cadre européen, il fait effectivement discussion, mais il n'y a pas de rejet global du cadre. Il y a un accord comme quoi il faut l'adapter, mais c'est quand même le seul outil qui permet de construire sur des données assez objectives, factuelles, des scores d'impact. Et donc, on a des bases de données de type Agribalise qui sont des données moyennes. Donc, on sait que si on veut faire des scorings adaptés, il faut sortir de ces données moyennes et il faut pouvoir les préciser pour pas prendre si on veut scorer une lasagne, on va pas prendre la recette moyenne de la lasagne en France. Il faut effectivement scorer avec la recette réelle de la lasagne. Donc, il faut qu'on soit capable de spécifier. Après, les entreprises ont des capacités à préciser les données qui sont variables selon l'intégration, le niveau d'intégration des filières, selon la traçabilité, l'organisation des données. Donc l'idée pour nous, c'est de construire un système où à chaque fois qu'une donnée précise est disponible, elle puisse être privilégiée, mais quand elle n'est pas disponible, on peut s'appuyer sur une donnée moyenne parce que c'est important pour que le dispositif puisse être déployé à large échelle et à coût raisonnable. Donc voilà un peu la logique qu'on suit dans nos travaux. Et juste pour redonner un poil de contexte, cette volonté d'arriver à un label environnemental, c'est une démarche française, c'est une démarche européenne. Vincent, peut-être préciser ça aussi. Qui demande ça et est-ce qu'il y a des timings qui sont déjà discutés? Alors, au niveau français, il y a la loi climat donc, qui revient se rajouter à la loi AGEC. Donc, on a vraiment une volonté politique nationale d'aller sur cet affichage. Au niveau européen, la priorité n'est pas tout à fait la même. On est plutôt sur un encadrement des allégations. Donc, c'est pas forcément le but au niveau européen, c'est pas de faire un affichage généralisé, c'est plutôt de limiter, d'encadrer les allégations existantes. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes besoins, même s'il y a un certain nombre d'outils qui peuvent être communs. Et l'horizon défini encore. L'horizon sur l'allégation, sur les contrôles des allégations, l'horizon c'était au départ cet été et apparemment c'était repoussé vers la fin d'année, mais donc il y a quand même un calendrier qui était relativement rapproché. Et sur l'affichage, la loi climat donnait 5 ans, donc au maximum, en sachant qu'il y a des secteurs qui seraient matures plus tôt, et dont l'alimentaire. Donc il y a une volonté au niveau de l'alimentaire de déployer quelque chose en 2023, un affichage officiel en 2023. Et donc il y a toute une phase de test et il y aura aussi une mise en discussion sur la fin d'année. Sur la fin d'année 2022. Et peut-être un dernier point aussi, je pense qu'il est important. Effectivement, c'est très important de s'ancrer sur les attentes des consommateurs. Et on voit effectivement, il y a le bien-être, il y a des sujets comme les pesticides qui ressortent, mais il faut aussi s'ancrer par rapport aux connaissances scientifiques. Et typiquement, du point de vue des pouvoirs publics, pesticides, ce n'est pas un impact. Pourquoi on s'intéresse aux pesticides? Parce que c'est un impact sur la santé et sur la biodiversité.
Et donc, il y a la question de est-ce que la santé, ça doit rentrer dans un score environnemental? C'est une question qui est assez complexe. Ou est-ce qu'on considère si c'est de la santé humaine sur les résidus? Voilà, est-ce que c'est de l'environnement ou est-ce que c'est autre chose? C'est des choses qui peuvent être discutées et qui doivent être tranchées. Et puis, bon, sur la biodiversité, en l'occurrence, on a un indicateur biodiversité, tout le monde est d'accord, les pesticides contribuent à cet indicateur biodiversité, et donc, il ne faut pas non plus faire des sortes de double compte, de remettre en avant plusieurs fois la même chose de différentes manières. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, les recommandations, c'est plutôt de faire un indicateur biodiversité qui inclut les pesticides, un indicateur ressources pour regarder tout l'aspect eau, toutes les terres consommées, etc. Et puis un indicateur climat. Donc, ils sont 3 dimensions qui sont bien différentes et qui englobe les principaux enjeux autour de l'alimentation. Donc voilà des petites différences qui peuvent exister aujourd'hui. Vincent, je reste peut-être avec une réponse rapide parce qu'on a pas mal de questions autour de l'éco-score dans le chat. Ça a été évalué dans les travaux. Qu'est-ce qu'il en ressort? Quel comparatif avec le Pour nous, on les met au même niveau aujourd'hui, l'EcoScore et le Planet Score. C'est des démarches qui sont intéressantes, qui ont prouvé la capacité à se déployer à grande échelle. L'EcoScore est une méthodologie qui est beaucoup plus simple d'une certaine manière, avec un certain nombre de bonus-malus qui sont ajoutés après la note ACV. Mais il a l'avantage d'être reproductible et d'être de notre point de vue beaucoup plus transparent que le Planet Score. Par contre, avec une simplicité qui génère aussi des limites importantes et puis des choix de pondération. En fait, c'est ça le problème, c'est que dès qu'on rentre sur ces questions de bonus-malus, tout de suite, on rentre dans une discussion, est-ce qu'il faut 10 points de plus pour ce paramètre, 15 points? Et ça, en fait, il n'y a pas de consensus sur ces choses-là. Donc, il faut soit qu'il y ait une décision politique de valider des niveaux de bonus-malus, soit il faut essayer de privilégier d'autres outils de type ACV pour sortir de ces débats-là, en fait. Merci Vincent. Sybille, je reviens vers vous plus pour l'aspect marque et sur comment on adopte un score comme le Planet Score, mais ça pourrait être un autre. En tant qu'entreprise, quelles sont les démarches que vous avez menées, la validation, le travail qui a été fait avec l'ITAB pour arriver à ça? Si on a d'autres marques qui nous écoutent aujourd'hui et qui veulent mener ce même genre de travail, qu'est-ce qui les attend et qu'est-ce qui devrait être fait sur ce sujet pour arriver finalement à poser un Planet Score sur ces produits? La démarche est quand même relativement simple. Ce qu'il faut, c'est être totalement transparent sur, d'une part, la recette, les emballages, tout l'amont de la filière, d'où viennent les produits. Alors, c'est vrai qu'on a dû rechercher, par exemple, comment étaient transportées chacune des matières, d'où elles provenaient, quels étaient les modes de culture amont, si on était sur des grosses productions, sur des petites productions, quels ont été tous les impacts. Mais je pense que aujourd'hui, sans même entrer dans cette dimension Planet Score ou affichage environnemental, je pense que c'est le devoir de toute entreprise agroalimentaire aujourd'hui de se préoccuper et d'aller jusqu'à l'amont agricole, que ce soit agricole, élevage ou culture, de se soucier comment et d'où viennent ces matières premières, quoi. Donc voilà, c'est une démarche qui est un petit peu fastidieuse, qui demande du temps. Mais vous n'aviez pas forcément toutes les infos déjà disponibles, il a fallu chercher certains éléments. On avait beaucoup d'informations disponibles parce qu'on a une démarche d'achat responsable depuis de nombreuses années au niveau de notre entreprise et puis qu'on connaît toutes nos filières jusqu'à l'amont. Mais on a dû interroger quand même nos fournisseurs sur certains éléments pour pouvoir scorer les produits. Voilà. Et du coup, Sabine, de votre côté, même question finalement avec ITAB, comment vous travaillez avec les entreprises pour arriver à ces certifications, j'ai envie de dire, à cette apposition du Planet Score sur les produits? Comment vous accompagnez les entreprises dans cette démarche-là? Alors, comme Sybille l'a évoqué, on fait du partage de données sous accord de confidentialité pour avoir l'intégralité de la composition massique de la recette de chaque produit, l'origine de chaque ingrédient et les modes de production qui sont derrière. Donc, la plupart des entreprises qui sont aujourd'hui outillées en termes de durabilité de leurs approvisionnements n'ont aucune difficulté pour remplir le partage de données. Donc, ça se passe, on va dire, ça se passe très bien. Et ensuite, on renvoie les scorings et surtout des simulations d'amélioration et des explications avec quasiment toutes les entreprises. On a ensuite des séquences d'explications des notes et puis des marges de manœuvre
Qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui pèse le plus dans un produit, et notamment, est-ce qu'on peut réduire la part de produits issus de l'élevage quand c'est vraiment ça qui pèse le plus lourd, ou est-ce qu'on a des produits très impactants comme certains produits sucre ou cacao par exemple. Donc par rapport à ce qui a été quand même dit tout à l'heure, pour les entreprises, il est très important d'avoir des leviers actionnables sur la qualité et la durabilité des achats, et dire aujourd'hui qu'on a un cadre qui permet de driver de l'éco-conception en affinant la data en analyse de cycle de vie, la réponse, et je veux la poser très clairement aujourd'hui, c'est non. Plus vous affinez les données, on a travaillé pendant 4 ans aux côtés de l'ADEME et de l'INRA sur ce sujet, dans un gros projet national, plus vous faites des données spécifiques sur des systèmes, notamment en agroécologie, et là je parle pas seulement de bio, hein, également tout ce qui est toutes les démarches intermédiaires de progrès, plus les impacts en analyse de cycle de vie sont mauvais. C'est-à-dire que vous êtes réputé quand vous avez des produits extensifs. Je suis désolé, mais je ne peux pas laisser dire ça. Enfin bon, Alors, voilà, Vincent, ça si tu me c'est permets une position. de terminer, Non, mais en bon. fait, ça c'est du man Ça, donc je vais en tout cas, terminer. Alors, non, ça n'a Sabine, rien à voir, je sais mais pas c'est juste quelque chose qui est. Vincent, Est-ce qu'il on est vous laisse possible, répondre après. écoutez, Vincent, ceci est du man-rupting. Je souhaite terminer le flot de ma pensée. Je ne vous ai pas interrompu tout à l'heure. Merci. Non, ça n'est pas respectueux. La deuxième chose, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, qui est que l'ACV serait le seul outil. Ce n'est pas le seul outil. Il y a beaucoup d'outils d'évaluation environnementale normés. Aujourd'hui, dire qu'un outil qui pose à peu près les pesticides à 3% des impacts totaux, ça n'est pas raisonnable. On a une très belle expertise collective de l'INRA qui vient de sortir, INRA-IFREMER, qui montre que l'impact des pesticides sur la biodiversité et les écosystèmes marins et terrestres est absolument majeur, que les effets cascades ne sont absolument pas maîtrisés. Aujourd'hui, l'ACV a fait l'illusion, donne l'illusion de précision et de complétude. Ce n'est ni précis, ni complet. Quand on voit l'ampleur des problèmes sur ce sujet-là, dont dire on va tout mettre dans Biodiv, on va mettre ça sous le tapis et ça ne compte quasiment pas dans les scores finaux, pour nous, ça n'est pas une posture tenable vis-à-vis de la crédibilité du dispositif. Sachez également qu'un autre secteur est en train d'expérimenter, qui est le secteur textile, aux côtés de l'État, et que des expérimentateurs qui sont extrêmement compétents en ACV, qui ont travaillé pour pas mal de secteurs depuis pas mal d'années en ACV, sont en train de demander à l'État à ce que l'ACV ne compte pas pour plus de 25% de la note finale. Donc, dire on a un cadre n'est pas une bonne réponse quand on a un outil qui pose autant de problèmes. Quant à la question de la transparence de l'algorithme, Vincent le sait, nous avons actuellement des réunions de travail avec le MTE qui sont assez longues, hein, à chaque fois des réunions de 2-3 heures, sur l'algorithme du Planet Score pour nourrir les travaux de l'État. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'EcoScore et le Planet Score sont au même niveau. Ça, c'est la première chose. On a fait un travail d'une qualité et d'une robustesse absolument incroyable et je félicite les équipes du Planet Score qui ont fait ce boulot. Et deuxième chose, on est aujourd'hui dans un travail collaboratif avec les pouvoirs publics. Vincent, du coup, peut-être je vous laisse répondre à ça. Bah, je pense que les auditeurs percevront qu'on a vraiment des différences d'analyse sur la situation. Il y a une communauté qui travaille sur l'évaluation environnementale depuis de nombreuses années, qui connaît les limites des travaux actuels, les forces aussi. Et donc voilà, donc c'est vrai que là, il y a beaucoup d'éléments qui sont affirmés de manière très définitive par Sabine Bonneau, que nous ne partageons pas, que la communauté qui travaille sur l'évaluation environnementale ne partage pas. Je ne sais pas, au-delà de ça, le cadre ACV, effectivement, les points sur la biodiversité et les pesticides sont identifiés, on travaille dessus, mais on pense que les solutions proposées par le Planet Score sont, pour certaines, probablement plutôt pires que mieux. Je précise quand même que la communauté scientifique est très hétérogène sur la question de la pertinence de l'ACV. On ne peut pas dire la communauté scientifique. C'est comme tout corps d'ailleurs, les instituts de recherche sont dans le même cas. Certains chercheurs y croient, d'autres pas. Et je rappelle quand même que parmi les dispositifs d'étiquetage environnemental qui sont en cours de test actuellement, il y en a un qui s'appelle Foundation Earth, qui a été lancé par les très gros industriels de l'agroalimentaire au niveau européen l'an dernier. Donc, on n'en a pas parlé aujourd'hui parce qu'il n'est pas encore vraiment lancé. Mais si vous allez sur leur site internet, vous verrez le scoring d'un certain nombre de produits. C'est une approche 100% ACV. Donc là, voilà, j'incite tous ceux qui sont intéressés à aller voir ce que ça peut donner. Et puis, parce que la preuve se fait par l'exemple, de voir ce que l'État pourra produire
sur la base de tous les apports, et nous, on est vraiment là pour apporter tout ce qu'on peut, comme algorithme cet automne, et la façon dont ça segmente en intra et en intercatégorie. C'est comme ça que l'État pourra faire la preuve qu'il met sur la table quelque chose qui est pertinent. Pour l'instant, ça n'est pas fait. Du coup, comme il nous reste quelques minutes, je voulais aussi vous interroger sur un sujet d'actualité qui n'est pas directement lié à l'affichage environnemental ou nutritionnel, mais qui a quand même son importance, qui est l'inflation, et qui est l'inflation sur les produits alimentaires en particulier. L'ensemble de ces démarches manifestent tout à fait complètement d'accord sur le sujet, mais l'ensemble de ces démarches, elle a une volonté, un objectif, c'est mieux orienter et mieux guider les consommateurs vers une consommation plus vertueuse, le fameux mais mieux, est-ce que vous pensez que face à non seulement l'inflation actuelle qui n'a jamais été aussi forte depuis 30-35 ans et 2 ans de Covid aussi qu'on vient de traverser, est-ce que vous pensez que les consommateurs sont toujours aussi intéressés par ces démarches-là ou vont devoir, forcés et contraints, s'orienter peut-être vers des consommations moins bien disantes et moins chères dans le même temps, et que du coup ces problématiques-là peut-être vont prendre un petit peu de retard par rapport à ça, ou ça ne va pas changer du besoin de transparence sur les aspects environnementaux et les aspects nutritionnels. Peut-être, Sybille, le point de vue des marques sur le sujet, est-ce que vous, ça vous freine tout parti, ou est-ce que vous considérez qu'il faut y aller de toute façon et que c'est nécessaire? À notre niveau, oui, je pense forcément qu'il faut y aller et que c'est nécessaire, parce que bon, chez nous, ça fait partie de notre ADN, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec une démarche d'achat responsable forte. Aujourd'hui, je pense il y aura toujours des consommateurs qui rechercheront la transparence, des consommateurs qui sont ancrés soit sur des produits bio, soit sur l'absence de pesticides total, soit sur des produits le moins impactants pour la planète. Et pour ces consommateurs-là, il faut pouvoir répondre et donner de la transparence. Et également, un critère important aussi dans cette notion aujourd'hui, dans ce contexte un petit peu de crise et de baisse du pouvoir d'achat, ce qu'on a vu tout à l'heure sur les diapositives qu'a montré Sabine, cet affichage permet aussi de différencier pourquoi il y a un écart de prix entre tel et tel produit. Aujourd'hui, le consommateur ne comprend pas forcément pourquoi sur du cacao, il va retrouver 50 centimes d'écart à la tablette. Quand on a un affichage clair sur l'impact sur la biodiversité, l'impact sur le climat qui est meilleur et un sourcing qui est plus responsable, on a une explication aussi qui est faite au niveau de l'écart tarifaire qu'on peut trouver sur des produits. Et donc forcément, le consommateur pourra mieux s'orienter et mieux acheter en fonction de ses propres convictions. Là-dessus, juste, Vincent Collomb, est-ce qu'il y a cette prise en compte du retour des consommateurs sur les scores qui sont envisagés, ou est-ce qu'on est purement dans une démarche scientifique qui ne prend pas ces aspects-là en compte? Bien sûr, il faut prendre ces aspects-là en compte, et ça a été pris déjà dans les expérimentations pendant les 2 ans. Donc, il y a eu des travaux dans des laboratoires de recherche, des simulateurs, où on voyait que les consommateurs faisaient évoluer leur panier de courses en fonction de la présence ou non de ce type d'information. Donc, on avait des paniers qui étaient estimés à une évolution de 5 à 10% du panier. Donc, c'est pas une révolution, mais c'est pas complètement négligeable non plus, et ça nous conforte dans l'intérêt de ces travaux. Et le cadre de contrainte économique, il est réel, personne n'en débat, mais après, l'information, elle est toujours utile. La demande, en tout cas, d'information, après, les consommateurs feront leurs arbitrages, mais le fait que les consommateurs veulent de la transparence, et ça, j'ai aucun doute que ça va se poursuivre. Et les limites planétaires, je pense qu'on a tous en tête les enjeux environnementaux. Elles resteront là, et on va être dans un monde qui va être de plus en plus contraint par rapport à ces dimensions environnementales. Il faudra qu'on trouve collectivement des solutions, et l'affichage n'est qu'une pièce dans un élément bien plus large de pédagogie, de transformation des modes de production et de consommation. C'est ça aussi qui est important à avoir en tête. Merci Vincent. Peut-être dernière question pour Sabine Bonneau avant de laisser Florence conclure sur cette période justement et de Covid et d'inflation depuis 2 ans à peu près. Est-ce que les marques, les entreprises qui ont travaillé avec vous, du coup, vous avez constaté peut-être un changement de priorité? Certaines vous ont dit qu'il y avait d'autres sujets sur la table en ce moment, ou est-ce que de toute façon
c'est des sujets qu'on le vend en poupe et ça n'a rien changé à la manière dont vous avez traité le sujet, vous, avec les entreprises qui travaillent avec vous depuis 2 ans à peu près et depuis le début de l'année 2022. Alors, ça a changé une chose qui est qu'on a dû faire des modifications, des réévaluations sur la base notamment du changement d'appro-huile, très concrètement, pour un certain nombre de produits, ce qui pose aucun problème une fois qu'on a les produits en base, c'est fait en 2 minutes. Hein, voilà. Mais en tous les cas, on a eu beaucoup de demandes de modification d'ingrédients. Sur la question de ce que la situation actuelle change, pour nous, rien. On voit que les entreprises continuent, on en reçoit tous les jours en fait, hein, à affluer, et notamment maintenant de pays européens hors France. Donc là, voilà, quoi qu'il arrive, au niveau du cadrage, on est clair qu'on a un dispositif qui est perçu comme une bouffée d'air en fait, à l'échelle européenne. On est même intervenu au Canada là-dessus. Donc, sur la question de l'inflation, quand même, pour revenir là-dessus, oui, le besoin de transparence va rester, ça c'est évident. On a eu un webinaire l'an dernier, je pourrais vous transférer pour vos auditeurs le lien, avec 3 entreprises qui ont témoigné, Monoprix, Franprix et Omi, sur l'enjeu de la transparence, quoi qu'il arrive. Et sur cette question de l'inflation, on est aujourd'hui, et la loi Egalim devrait pouvoir gérer ce sujet-là, sur des prix qui sont surinflatés par le fait qu'on a aussi beaucoup d'intermédiaires et des chaînes de valeur très longues. Et donc également une façon pour les entreprises dans leurs achats responsables, et c'est ce que font certaines d'entre elles, de limiter la casse, c'est d'avoir justement des chaînes d'approvisionnement les plus courtes possibles où on ne multiplie pas les marges. Et dans le contexte actuel, ce sont celles clairement qui s'en sortent le mieux, de même que celles qui sont réellement souveraines, puisqu'on parle d'un étiquetage qui doit refléter une réelle circularité et une réelle souveraineté alimentaire nationale. Aujourd'hui, on a des produits qui sont dits produits en France et qui contiennent essentiellement du grain qui vient ou des tourteaux qui viennent de Russie, d'Ukraine ou d'Amérique du Sud. Donc en fait, c'est typiquement un des sujets qu'on questionne dans le Planet Score. C'est ce sujet-là de l'origine des ingrédients, la souveraineté et la circularité. On ne peut pas dire qu'elle est au rendez-vous quand on a ce type d'appro et des chaînes aussi longues. Donc l'inflation serait gérable et elle devrait l'être avec ce type de système plus transparent, des chaînes de valeur plus courtes. Dernière chose sur la question du prix. Un directeur de recherche de l'INRA qui s'appelle Michel Duru, avec d'autres collègues, a publié en début d'année une publication très intéressante qui montre que si on tient compte de toutes les externalités environnementales sur les produits alimentaires, quand les consommateurs aujourd'hui payent 1 € en caisse, ils payent quasiment 1 € pour les externalités, mais sauf qu'ils ne le voient pas sur le ticket de caisse. Donc en fait, la question du prix, elle est posée de manière beaucoup plus large sur la façon dont on doit réduire les externalités environnementales, et notamment la casse qui est provoquée, je ne vous le cache pas, dans ce papier sur les pesticides, de manière à avoir quelque chose qui soit réellement favorable au pouvoir d'achat et à l'environnement. Merci Sabine, merci Vincent, merci Sybille. Florence, je vous redonne la parole pour oui, conclure. Pour conclure. Oui, merci à tous, c'était très intéressant. On n'en doutait pas quand on a choisi cette thématique, mais on n'a pas été déçus. Donc, il y a beaucoup de questions sur le chat qu'on n'a pas pu traiter. Il y en a encore beaucoup, donc de toute façon, on va contacter ces personnes qui ont posé des questions pour leur apporter des éléments de réponse. Et puis, on va peut-être aussi réfléchir du coup à peut-être prolonger le débat sur Natexpo dans quelques mois. Ça pourrait être fort intéressant, j'imagine, puisque c'est une thématique qui reste évidemment d'actualité. Donc, je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie tous pour votre présence. Le prochain webinaire sera le 28 juin et on aura une présentation des cahiers de tendance. Donc, c'est très, très intéressant également. Et puis, aux autres, rendez-vous le 18 septembre sur Natexpo. Merci beaucoup à tous et bonne journée.